Bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et merci d'être venus aussi nombreux. Je suis Sébastien, architecte chez Odigo. Odigo, c'est une solution SaaS qui met en relation des consommateurs avec des grandes marques ou des institutions. On accueille les utilisateurs avec des bots chat, WhatsApp, téléphonique, mail, et on fournit aux équipes support des outils pour répondre au mieux aux attentes des utilisateurs. Pour l'anecdote, on gère près de 3 milliards d'interactions clients par an. Donc en tant qu'utilisateur francophone, il y a de fortes chances que vous ayez utilisé notre service cette année sans le savoir. Et vous imaginez bien que quand on gère ce genre de volume d'activité, on a beaucoup de serveurs, que ce soit des serveurs vocaux pour gérer tous les flux d'appels, mais aussi des serveurs pour s'intégrer avec les solutions de nos clients. Et donc, on est amené à construire des systèmes plus ou moins complexes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous des systèmes distribués. Mais avant ça, je vais revenir un petit peu en arrière. En fait, quand j'ai commencé ma carrière, la première application, on va dire, sérieuse que j'ai mis en place, quand j'entends par sérieuse, c'est parce que c'est une application qui était utilisée par un nombre significatif d'utilisateurs et qui était intégrée dans une distribution Linux. C'était une application qui permettait d'indexer des médias movibles. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de stockage réseau, et donc on avait beaucoup de médias movibles, et l'idée c'était d'indexer les données et pouvoir rechercher plus tard dans notre base des fichiers, puis savoir dans quels médias amovibles ils étaient disponibles. Cette application elle était plutôt simple, elle avait toutes ces données qui étaient stockées dans l'application, il n'y avait pas d'appel distant, il n'y avait pas de serveur de base de données distant, ça fonctionnait plutôt bien, c'était simple à développer et plutôt fiable. Aujourd'hui, quand on conçoit une nouvelle solution, ça ressemble plutôt à ce joli bazar. On a des serveurs un peu dans tous les sens, des bases de données un peu partout, des interactions c'est pas toujours simple à comprendre, et encore là j'ai été assez soft, j'ai censuré quelques éléments parce que c'est bien pire que ça dans la réalité. Et ça a l'air de choquer personne, ça a l'air d'être une évidence. Alors moi qui ai connu une autre époque, des fois je me dis mais où est-ce qu'on a dérapé pour en arriver là? Alors il y a sûrement des bonnes raisons pour qu'on fasse ça, mais je voulais prendre un peu de temps avec vous pour se poser les questions pourquoi on fait ça et quels sont les avantages ou inconvénients de construire des systèmes distribués. Et donc, je vous propose pendant cette petite heure de regarder ensemble pourquoi on le fait, quels sont les avantages et les inconvénients des systèmes distribués. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un système distribué? Quand on cherche dans la littérature, on voit une définition qui est pas trop mal, qui indique qu'en fait, c'est une collection de serveurs, enfin d'ordinateurs qui rendent un service et l'utilisateur final, lui, ne voit qu'un seul ordinateur avec lequel il interagit. Moi, j'aime dire qu'en fait, c'est un ensemble d'applications, de composants applicatifs qui collaborent pour rendre un service unique à un utilisateur. Et ces serveurs communiquent au travers, enfin, ces applications communiquent au travers du réseau. Et pour toute la suite de la présentation, je vais vous parler parfois d'applications, serveurs, API, services. On imagine qu'ils sont sur un seul serveur pour simplifier le discours, mais concrètement, on pourrait avoir plusieurs applications sur un même serveur. L'idée, c'est qu'ils dialoguent au travers du réseau. Alors pourquoi on est amené à créer des systèmes distribués? Alors la première raison, c'est que vous allez construire une application, et puis peut-être que le nombre d'utilisateurs va augmenter, ou le nombre de requêtes va augmenter, et votre application elle va commencer à peiner à répondre aux sollicitations des utilisateurs. Donc dans ces cas-là, on va rajouter de la RAM, on va rajouter du CPU ou du disque, on va continuer, puis à un moment on arrive à la limite des capacités de votre serveur. Et donc dans ces cas-là, on regarde le catalogue de notre fournisseur de ressources, puis on va prendre un serveur plus gros. Puis on recommence, puis l'application fonctionne toujours, puis on arrive à la limite. Puis un jour, on arrive à la dernière ligne du catalogue, il n'y a pas de plus gros serveur. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? En fait, là, on a mis en place une stratégie qu'on appelle la scalabilité verticale, où on augmente la capacité d'un seul serveur. Et l'autre stratégie, c'est de faire une scalabilité horizontale, c'est-à-dire de rajouter plusieurs serveurs. Et ces serveurs, on va distribuer la charge sur tous ces serveurs pour traiter tout le flux de données. L'autre objectif aussi, c'est de gérer la performance, c'est-à-dire que vous allez avoir, si votre application a beaucoup de succès, vous allez avoir beaucoup de traitements à faire, et donc avec un système distribué, en distribuant la charge, on va être capable de traiter beaucoup plus d'informations. Un autre cas aussi, c'est pour réduire la latence réseau. Par exemple, nous on a des utilisateurs, on a des clients qui ont des utilisateurs en Asie. Quand on
on parle avec un serveur vocal, il faut que le temps de réponse soit très court. 1 seconde, c'est trop long pour l'expérience utilisateur quand on parle au téléphone. Donc, il faut que ce soit vraiment très court. Donc, dans ces cas-là, en fait, nous, on est obligé de déployer des serveurs au plus proche des utilisateurs, donc déployer des serveurs en Asie, par exemple. Et donc, c'est un cas d'usage qui arrive. Et enfin, il y a une histoire de fiabilité. Parce qu'en fait, si vous avez un seul serveur et qui tombe en panne, vous allez avoir une indisponibilité de votre service qui va durer le temps que vous répariez votre serveur ou que vous reconstruisiez un nouveau serveur. Donc en fonction de votre niveau d'automatisation, ça peut aller plus ou moins vite, mais vous avez quand même une indisponibilité. Alors que si on a plusieurs serveurs, peut-être que l'indisponibilité va être invisible pour les utilisateurs ou très réduite. Et l'autre problématique, c'est sur la durabilité des données, parce que si votre serveur brûle, si toutes les données étaient sur le serveur, vous avez perdu vos données. Alors il y a d'autres raisons aussi, ça peut être des raisons financières, parce que si on achète un gros serveur, parfois ça coûte plus cher que d'acheter plusieurs petits ou plusieurs moyens. Il y a des raisons organisationnelles, c'est-à-dire que souvent on va travailler avec plusieurs équipes de développement, ces équipes ont peut-être des cycles de vie différents ou des rythmes de release différents, et donc ça peut être plus facile d'avoir plusieurs applications pour gérer ça. Et aussi, parfois, on a des technologies qui sont plus adaptées à certains cas d'usage que d'autres. Et donc, on va vouloir avoir des technologies différentes pour répondre à des services différents. Et c'est plus simple quand c'est dans une seule application. Et dans un système distribué, on va avoir plusieurs serveurs. Et donc, si on veut changer des choses, c'est moins risqué de changer un serveur dans tout le système plutôt que de changer une seule grosse application. On a des risques soit de créer des régressions ou des pannes. Donc c'est aussi un avantage. Et enfin, le dernier, c'est sur le partage de données. Par exemple, si vous avez un service de comptabilité, il va peut-être y avoir la liste de tous les employés de l'entreprise pour le service de comptabilité. Puis à côté, vous allez avoir un service RH qui aura la liste de tous les employés aussi pour gérer les ressources humaines. Et on voit qu'on a une double saisie, il y a des risques d'incohérence de données. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire un entrepôt partagé qui est pour gérer les employés de l'entreprise et une solution de comptabilité qui va l'utiliser, une autre solution de RH qui va l'utiliser. Puis là, on se trouve déjà avec un premier système distribué avec au moins 3 acteurs. Alors, quels sont les bénéfices à mettre en place un système distribué? On l'a vu déjà lié à la répartition de charges. Donc ça, c'est le premier élément qui est souvent mis en avant. Il y a aussi le côté élasticité. Nous, on a une activité qui est très variable, qui va dépendre des horaires de travail des gens. C'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup d'appels sur les pauses méridiennes ou en fin de journée, juste après le travail. Et donc, il faut être capable de pouvoir absorber ces pics de charge. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va vouloir rajouter des serveurs pour augmenter notre capacité de traitement. Et puis, au moment un peu plus calme ou la nuit, on va vouloir décommissionner tous ces serveurs parce qu'on n'a pas besoin de cette capacité de traitement. Donc, l'élasticité peut être importante. Ça dépend du métier, mais ça peut être assez important. Et l'autre point, c'est la haute disponibilité parce que plus on a de serveurs, s'il y en a un qui tombe en panne, on peut espérer que les autres serveurs vont prendre le relais et vont continuer à rendre le service. Il y a d'autres petits avantages indirects, c'est l'évolutivité du système, parce que si vous changez des petits bouts, des petits services ou des petits serveurs, vous avez moins de risques de casser tout le système, ça va être plus simple, plutôt que si vous avez une grosse application que vous changez, peut-être que vous allez créer une panne. Et aussi, c'est un vecteur d'innovation qui va simplifier les innovations, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'idée d'une nouvelle fonctionnalité, d'un nouveau service, vous allez le créer à côté, tout seul, vous le testez, l'expérimentez, si ça fonctionne, tant mieux. Et si ça ne fonctionne pas, vous pouvez l'enlever à moindre risque. Et parfois, ça permet de tester des nouvelles technologies qui ne sont pas compatibles avec l'existant, avec les langages que vous utilisez. Donc, ça facilite l'innovation. Bon, tout ça, c'est bien beau. Et vous doutez bien que, en fait, il n'y a pas que des avantages, sinon ça serait trop facile. Tout le monde ferait ça. Et donc, je partage avec vous un peu toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer en construisant notre système. Et puis, vous faire un petit retour d'expérience. Avant ça, je voudrais rappeler une petite différence sur la reliability et la resiliency. En fait, la reliability, c'est la fiabilité. Donc, en fait, c'est la capacité à une application d'éviter des échecs. Par exemple, si vous avez un service qui gère de la donnée, c'est comment je conçois mon service pour qu'il ne perde pas de données. Donc, par exemple, ça peut être on va répliquer les données. Ça peut être surveiller l'espace disque pour qu'il ne soit pas en saturation et qu'à un moment, on soit incapable d'écrire de la donnée. Donc ça, c'est la capacité à éviter les échecs. Et la resiliency, c'est plutôt la tolérance aux pannes. C'est-à-dire que dans un système distribué, donc on va avoir plein d'acteurs qui vont communiquer ensemble. C'est un gros chaos et il va y avoir des pannes qui vont se passer.
et comment une application A qui a besoin de collaborer avec d'autres applications va être capable de gérer les pannes des autres. Donc c'est ça la resiliency. L'objectif de ces deux principes, c'est d'avoir une haute disponibilité du service, mais c'est une approche différente. Il y en a une où on essaye d'être fiable et l'autre, on se protège des pannes des autres. Quand on fait des systèmes distribués, quand on les conçoit, on fait des jolis schémas d'architecture avec des flèches dans tous les sens, c'est joli. Sauf qu'on met sous le tapis quelques éléments, enfin, en tout cas on se ment. Ça m'a fait penser un peu aux cours d'algo qu'on avait, je ne sais pas si vous avez la même chose, mais quand j'ai commencé des cours d'algorithmie, on nous disait vous avez autant de RAM que vous voulez, vous avez autant de CPU que vous voulez, vous avez autant de disques que vous voulez. On fait nos algos, ça marche, c'est super, c'est génial. Puis un jour, on vous donne un clavier, vous commencez à coder vos algos, et puis là, soit vous avez des erreurs mémoire, des stack overflow, ou l'application ne répond pas, ou elle met 1 heure à répondre. Et en fait, c'est parce que, on est limité dans toutes nos ressources. Et sur un système distribué, on a des petits mensonges aussi comme ça, où on ne se le dit pas quand on fait nos schémas, ou en tout cas, on essaye de les oublier. Le premier, c'est que le réseau est fiable. Maintenant, le réseau, il n'est pas fiable, il tombe. Vous avez souvent rencontré des erreurs de réseau, et votre système va rencontrer des erreurs de réseau. Pardon. La latence, c'est nul, non? Quand vous faites une application, vous appelez une autre méthode, elle va vous répondre tout de suite. Sur le réseau, ça ne va pas forcément vous répondre tout de suite, donc il faut y penser. La bande passante est infinie. Non, même si on a des réseaux de plus en plus performants, la bande passante n'est pas infinie. Et donc, il va falloir un moment penser à optimiser le flux de données qui est échangé et essayer de réduire les données échangées. Le réseau est sécurisé? Non, n'importe qui écoute sur notre réseau. Il y a des personnes qui peuvent injecter du trafic. Il y a des personnes qui peuvent créer du DDoS. Le réseau n'est pas sécurisé. La topologie du réseau ne change pas. Mais non, comme on disait, on va vouloir rajouter des nouveaux services, des nouveaux serveurs, rajouter des nouvelles capacités. Donc, il va y avoir des nouveaux équipements sur le réseau, peut-être des changements d'adresse, etc. Donc, la topologie vit sur le réseau. Il y a un seul administrateur du réseau? Non, parce que si vous avez un tout petit système, peut-être, mais plus il va grossir, plus vous allez avoir de personnes qui vont gérer ce réseau. Donc, ça va demander à ce que chacun puisse se synchroniser et on va peut-être pas forcément être au courant de toutes les opérations qu'il y a sur le système. Le coût du transport est nul? Non, puisqu'en fait, on a différentes couches de protocoles du réseau, et il va falloir le calculer, traiter toutes les trames. Il y a des trames qui vont arriver dans le mauvais ordre, les paquets, il va falloir les réordonner. Tout ça, ça demande des ressources pour faire le calcul. Et en fait, le dernier point, c'est le réseau est homogène? Non, puisqu'en fait, dans un système, en fait, on va avoir des équipements différents, des OS différents, et le réseau ne se comporte pas toujours exactement de la même façon en fonction de là où il passe. Et donc, les comportements peuvent être légèrement différents. Cette liste, on la doit à un monsieur qui l'a écrit il y a très très longtemps, mais qui est toujours valable. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez aller sur Wikipédia, qui donnera plus de détails sur ces fausses idées. Et donc, si je reviens à ma petite application simple, donc c'était une petite application qui gérait ses données en interne. Si on a des problèmes de capacité de traitement, le premier réflexe, ça va être d'externaliser toute la gestion de données, donc soit dans une base de données, soit dans une API. On la met sur un serveur distant, on va communiquer au travers du réseau. Alors, la première remarque que je me fais dans ces cas-là, c'est que des fois, il y a des gens qui utilisent une base de données distante, mais ils n'ont pas de problème de charge. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, mais pourquoi vous n'utilisez pas une base de données embarquée comme SQLite? Ça a des avantages et inconvénients, mais peut-être que ça peut répondre aux besoins. Vous avez une base de données qui vous fournit un moteur SQL plutôt performant avec pas mal de fonctionnalités, et vous n'avez pas toutes les problématiques de réseau. Mais bon, là, on va partir du principe qu'on a des problèmes de performance, et donc, on va vouloir se connecter au serveur de base de données. J'ai eu 2 problèmes qui étaient plutôt intéressants. Le premier, c'était avec une application PHP qui utilisait une base Cassandra, une base colonnaire. Sur le papier, la base de données répond toujours dans la milliseconde, que ce soit des écritures ou des lectures. Et nous, on avait des requêtes qui prenaient 100 millisecondes, on ne comprenait pas. Et en fait, on avait mal configuré la connexion à la base de données. Et en fait, elle réinitialisait la connexion à chaque requête. Ce qui veut dire qu'elle renégociait la connexion avec le serveur, donc ouverture de socket, connexion, etc. Et en mettant en place une connexion persistante avec un pool de connexion à la base de données, on est retombé sur des ordres de grandeur qui étaient corrects. On a la même chose aussi avec le HTTP.
Il faut s'assurer que les clients HTTP sont avec des connexions persistantes. Encore une fois, j'avais rencontré le problème où en fait, le client HTTP était mal configuré, il était en 1.0 et en fait, il coupait les connexions à chaque fois après chaque requête, ce qui fait qu'il renégociait la socket au réseau pour se connecter au serveur pour interroger. Et en plus, comme c'était du HTTPS, il renégociait aussi la partie TLS et donc c'était super lent. Donc il faut bien penser à avoir des connexions persistantes et puis partager ces connexions avec un pool, dans un pool de connexions avec les différents threads ou les différents workers de votre application. Une fois qu'on a géré la partie base de données, on va peut-être être limité sur les capacités de traitement de notre application. Donc, on va vouloir instancier plusieurs fois notre application et distribuer la charge via un load balancer. Ça va permettre de pouvoir répartir la charge et de prendre plus de trafic. Alors ça, c'est bien. En revanche, il faut que l'application soit stateless, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous traitez une requête d'un utilisateur, il ne faut pas stocker un contexte utilisateur dans l'application, parce que comme on va distribuer le trafic, souvent on fait une distribution on fait une instance par instance, l'une après l'autre. Et donc, la deuxième requête d'utilisateur va peut-être pas tomber sur le même serveur, et donc il n'y aura pas de contexte utilisateur initialisé, et ça peut être compliqué. Donc, il faut tant que soit peu avoir des applications stateless. Si jamais c'est pas possible pour vous, à ce moment-là, on met en place des sticky sessions, c'est-à-dire que l'utilisateur va être redirigé vers un serveur, il va avoir un petit, on va dire l'équivalent d'un cookie, un petit élément qui va le faire, qui sera toujours redirigé vers le même serveur, qui aura initialisé son contexte, ce qui permettra de traiter des requêtes qui ne sont pas stateless. Et il y a un autre mécanisme aussi qui est plutôt utilisé pour augmenter les performances dans le cas où on est quand même stateless mais qu'on a envie d'avoir des données en cache ou préchargées. C'est avec un mécanisme d'affinité, c'est-à-dire que l'utilisateur va être redirigé par un premier serveur et après il sera toujours redirigé vers ce serveur, sauf s'il tombe. À ce moment-là, on redirigera vers une autre instance du serveur, enfin de l'application, mais on a la capacité de reconstruire tout le contexte ou de réappeler tous les services qui étaient nécessaires pour construire les données qu'on avait stockées en mémoire. Quand on utilise un load balancer, il va falloir mettre en place des health checks pour que le load balancer soit capable de dire quand est-ce qu'il peut envoyer du trafic à l'application. Souvent, on met en place deux health checks, il y a le live et le ready. Le live, c'est pour dire que techniquement, votre application elle est fonctionnelle. Et le ready, c'est pour dire qu'elle est prête à prendre du trafic. La subtilité, c'est que pendant votre phase de démarrage de votre application, elle a peut-être besoin d'initialiser des pools de connexion aux bases de données, d'aller charger des données du cache. Et donc, pendant cette période-là, si elle reçoit du trafic, elle va peut-être retourner des erreurs parce qu'elle n'a pas tous les éléments pour répondre. Donc là, ça permet en fait de la rajouter dans le load balancer qu'au moment où elle est vraiment prête à prendre du trafic. Je vous ai dit tout à l'heure, le réseau il a un coût, donc notre objectif, ça va être de l'utiliser le moins possible. Et à votre avis, comment on fait pour utiliser le moins possible le réseau? J'ai entendu le cache? Ouais, le cache. Alors en informatique, on a deux problèmes. On a le nommage et l'invalidation du cache. Alors le nommage, moi je suis un petit peu vieux pour me battre avec des longues discussions sur comment on nomme les choses. Je fais confiance à mes collègues et puis tant que j'ai une définition claire d'un concept, je l'accepte. Pour le cache, j'ai encore un petit peu d'énergie, donc je me bats. À chaque fois qu'on me propose de mettre en place un cache, je demande qu'on me prouve que c'est vraiment nécessaire. Parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça le cache. Et donc je préfère qu'on se pose la bonne question et qu'on soit clair sur la façon dont on va l'utiliser et pourquoi on va l'utiliser. Donc, on accepte d'utiliser du cache. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est de mettre un petit cache local sur chaque application en mémoire. Donc, quand l'application reçoit une requête, elle interroge la base de données pour récupérer des données, elle met dans le cache, et la prochaine fois qu'elle reçoit une requête similaire, elle n'a pas besoin d'interroger la base de données, elle a les infos déjà dans le cache, ça évite d'appeler sur le réseau, ça évite à la base de données de faire du calcul, ça la soulage. Donc là, c'est plutôt bien. On a un premier problème là, c'est que tout à l'heure je vous ai dit, les requêtes sont distribuées, et donc on peut se retrouver dans un état d'incohérence entre les différentes applications, parce que selon le moment où ils ont appelé le serveur de base de données, ils n'ont peut-être pas forcément les mêmes valeurs dans le cache, et donc l'utilisateur qui passe d'une instance à l'autre, il va peut-être pas avoir les mêmes résultats. Ça dépend un peu de votre métier, mais ça peut arriver. Donc on se dit, comment on peut gérer ce problème? On va mettre un cache partagé, donc un cache distant,
et toutes les applications vont l'utiliser. Donc là, c'est pas mal parce qu'en fait, on a mis en cache et on a distribué les informations, on les a partagées avec toutes les instances. Par contre, on a un petit problème, c'est que on n'a pas résolu notre problème réseau puisque le réseau est toujours sollicité. Alors ça a tout de même l'avantage de bien soulager la base de données puisque là, on ne va plus faire des requêtes et interroger le moteur de base de données qui va parcourir toutes les données. On a déjà les résultats qui est déjà prêt, mais ça nous fait rajouter un nouvel élément dans notre système et puis on a toujours les appels réseau. Une petite astuce, ça nous est déjà arrivé de pouvoir charger toutes les données de notre base de données en mémoire. Si je ne me trompe pas, c'était sur du MySQL. On avait un volume de données qui était assez raisonnable par rapport aux capacités de RAM. Donc on avait configuré le moteur de base de données pour tout charger en mémoire, ce qui fait qu'on avait des requêtes qui étaient plutôt rapides, pas aussi rapides qu'un cache, mais beaucoup plus qu'une base de données configurée de façon traditionnelle. Et on n'avait pas besoin de configurer un serveur de cache distribué. Donc ça peut être une petite astuce pour optimiser les temps de réponse des bases de données sans ajouter un système de cache. Et un autre petit problème aussi avec nos caches qui sont sur toutes les applications, c'est que selon comment on configure l'invalidation, s'ils se réveillent tous au même moment, ils vont tous appeler le serveur de base de données au même moment. Et selon la volumétrie de données que vous avez en cache ou la complexité de la requête, vous pouvez peut-être stresser votre base de données et la mettre par terre ou la ralentir significativement. Donc dans ces cas-là, ce qu'on met en place, c'est ce qu'on appelle un random jitter. C'est un petit élément aléatoire qui va permettre de déclencher la mise à jour, l'invalidation du cache à différents moments et donc de lisser un petit peu l'activité de mise à jour du cache et que tout le monde n'appelle pas la base de données en même temps. Alors, il y a d'autres systèmes de cache. Au niveau HTTP, on peut mettre du cache côté serveur. Donc, par exemple, si vous faites du rendu de pages HTML ou même des ressources, si vous avez votre ressource qui n'est pas spécifique à un utilisateur, vous pouvez mettre tout le rendu en cache côté serveur. Ça évite d'appeler votre base de données, parce que c'est souvent la base de données quand même le point de contention. Et vous avez déjà une page qui est déjà prête à être retournée. Ça peut être aussi, si vous avez des éléments qui sont spécifiques aux utilisateurs, mais d'autres génériques, juste mettre en cache des fragments et vous allez solliciter vos services que pour les parties qui sont spécifiques aux utilisateurs. Il y a aussi des CDN, donc ça c'est plutôt pour mettre en cache du contenu statique. Donc vous pouvez par exemple mettre des CDN locaux qui vont être au plus proche de vos utilisateurs pour réduire la latence réseau et puis éviter de solliciter vos serveurs. Et dans ces cas-là, on peut aussi rajouter une seconde couche de CDN intermédiaire pour éviter que tous les CDN interrogent votre service et votre base de données. Vous en mettez un juste intermédiaire et donc tous les CDN vont interroger le CDN intermédiaire et c'est lui qui sera le seul à interroger votre service, ce qui réduit encore la pression sur votre service. Et côté client, vous pouvez utiliser par exemple les entêtes cache control et expert. Donc ça permet quand on récupère une ressource de savoir jusqu'à quand elle est valable. Et donc ça va éviter de faire des requêtes trop souvent parce que le client il sait qu'il a une ressource qui est encore valable et qu'il n'y a pas besoin de la mettre à jour. Et sinon, on peut jouer aussi avec les Z-tags. Donc là, les Z-tags, on ne va pas réduire le nombre de requêtes, on fera toujours des requêtes systématiquement. Donc on aura récupéré une ressource avec un E-tag. La prochaine fois, on en a besoin, on interroge l'API, on lui dit, voilà, moi j'ai besoin de consulter la ressource, je la connais avec telle valeur d'E-tag, est-ce qu'elle a changé? Si le serveur, s'il n'y a pas une modification, il va dire non, elle n'a pas changé. Et donc ça évite de retransférer tout le volume de données et ça permet de réduire la consommation de la bande passante. Et ça évite aussi d'interroger la base de données. Tout à l'heure, on disait aussi le réseau n'est pas fiable. À vrai dire, en fait, c'est pire que ça. En fait, il n'y a rien de fiable dans un système distribué. Tout peut tomber en panne n'importe quand. Et donc, il va falloir essayer de s'en prémunir. Quand on a deux services, souvent on fait des appels entre les deux services. Et notre service A, il appelle le service B, puis le service B peut peut-être mettre du temps à répondre. Et du temps qui est plus long que l'engagement de service qu'on peut avoir. Et donc la bonne pratique, c'est de mettre des timeouts, les configurer, et les configurer avec une valeur plutôt assez courte. Ça va permettre de réduire le temps qu'on réserve en ressources pour le traitement de notre requête, d'autant plus que peut-être que notre service a été appelé par quelqu'un d'autre et que lui, il a aussi un timeout et peut-être qu'il est déjà parti et qu'il n'attend pas de réponse de notre part parce qu'on est trop long à répondre. Donc c'est une bonne chose de le configurer. Et d'ailleurs, donc ça c'est limiter dans le temps nos traitements, mais ce qui est bien aussi, c'est de limiter dans le temps, dans l'espace, nos requêtes. C'est-à-dire,
Par exemple, vous avez un service qui gère des utilisateurs. Peut-être qu'en développement, vous avez une dizaine d'utilisateurs, ça marche bien. Vous avez fait une recette avec des centaines d'utilisateurs, ça fonctionne toujours bien. Puis en prod, vous avez fait quelques benches parce que vous avez des clients qui ont des milliers d'utilisateurs. OK, tout marche bien. Puis un jour, vous avez un client qui arrive avec des centaines de milliers d'utilisateurs. Et là, d'un seul coup, le système s'écroule parce que vous n'avez pas mis en place de pagination sur vos API, ils chargent tout d'un seul coup et ça fait tomber le système. Donc c'est bien de mettre en place des systèmes de pagination, enfin en tout cas de limiter dans l'espace les données que vous transférez. J'y pense aussi, quand je vous dis limiter dans le temps, bah là on parle des appels de services distants, mais ça peut être aussi des exécutions de traitement. Nous, on a nos clients qui peuvent configurer de la logique métier avec des petites boîtes qu'on enchaîne. On ne maîtrise pas du coup le code qu'ils veulent exécuter sur nos applications. Donc ça, on doit s'en protéger aussi parce que le code, ça peut être une boucle infinie, ça peut être des temps qui sont trop longs. Donc c'est bien aussi de limiter dans le temps l'exécution du code qu'on ne maîtrise pas. Si on limite dans le temps, peut-être que en fait, le service qu'on appelait, il était indisponible temporairement. Donc c'est peut-être intéressant de réessayer, pas longtemps après. Donc c'est bien de mettre aussi en place un mécanisme de réessai, de retry, pour vérifier si peut-être que maintenant le serveur nous répond rapidement. Ça veut dire que si on appelle plusieurs fois le service, il faut que le service appelé soit idempotent. C'est par exemple si vous appelez un service de débit, de paiement, il ne faut pas que l'utilisateur final soit débité autant de fois que vous avez réessayé. Donc il faut s'assurer que toutes les API que vous appelez plusieurs fois, enfin que vous avez plusieurs tentatives, elles soient idempotentes. Et si vous rappelez tout de suite, il est peu probable que ça fonctionne parce que le service ne fonctionnait pas dans la milliseconde, et à mon avis, il ne fonctionne toujours pas. Donc c'est bien de rajouter un petit délai entre chaque tentative et même de rajouter un petit délai exponentiel. C'est-à-dire que la première fois, vous attendez par exemple 100 millisecondes, puis 200, puis 400, puis 800, ce qui permet de laisser le temps à l'application distante de démarrer si elle est en train de redémarrer et pas l'assommer avec plein de tentatives. Et si malgré tout, vous n'arrivez pas à contacter le service distant, peut-être que votre service il est capable de rendre un service minimal sans avoir pu interroger le service distant. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, notre mission, c'est de mettre en relation un consommateur avec un téléconseiller, donc ce qu'on appelle un agent, et de le trouver l'agent disponible le plus rapidement, qui a les bonnes compétences pour répondre aux questions. Ça, on a un système qui trouve le bon agent, mais nos serveurs vocaux, parfois, il peut y avoir des pannes, ils sont incapables d'interroger ce système pour connaître l'agent. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est une configuration locale sur nos serveurs vocaux qui, en fonction d'un contexte, un cas d'usage bien déterminé, est capable d'identifier une liste d'agents à contacter pour ces cas d'usage. Ce n'est pas le mode optimal, c'est-à-dire que d'un point de vue fonctionnel, on aurait pu sûrement avoir une meilleure réponse, mais ça permet de rendre un service minimum aux utilisateurs de nos clients et ça évite une indisponibilité de service. Donc pensez toujours aussi à un mode dégradé, peut-être que votre application, même si elle n'arrive pas à contacter un service, elle peut répondre à un service minimal. Le dernier point aussi, c'est si vous avez un service que vous utilisez qui est tout le temps en panne, que vous avez mis en place des time-out, des réessais avec des attentes exponentielles, votre service il va commencer à être long à répondre. Parce que vous l'avez essayé plusieurs fois, vous allez allonger le temps, et puis pendant ce temps-là, votre utilisateur, lui, il attend. Et si vous faites ça pour chaque requête, ça commence à être long, à consommer beaucoup de ressources, enfin à mobiliser beaucoup de ressources. Donc il y a un pattern qui s'appelle le circuit breaker. L'idée, c'est de mettre un coupe-circuit, c'est-à-dire que vous appelez tout le temps vos API, enfin votre service distant, et si jamais vous détectez une indisponibilité, vous ouvrez le circuit, donc vous appelez puis votre dépendance. Systématiquement, vous arrêtez de l'appeler. Et de temps en temps, vous l'appelez pour vérifier s'il est revenu à un état normal. Et si jamais il est revenu à un état normal, à ce moment-là, vous refermez votre service et là, vous rouvrez les vannes et vous le rappelez systématiquement. Ça permet à ce que votre application puisse répondre rapidement en cas de panne du service que vous utilisez. Et le dernier point aussi, c'est que jusqu'à présent, on a vu une communication synchrone entre deux services. Mais en fait, parfois, on envoie une information à un autre service, mais on s'en fiche de la réponse, ou en tout cas, on ne veut pas une réponse tout de suite. Et donc, dans ces cas-là, on va mettre en place une communication asynchrone, souvent avec une file de messages, mais peu importe. Et donc là, l'idée, c'est que l'application A, elle a fait son traitement, puis elle va dire, tiens, tu as ça à faire, je m'en fiche du résultat, tu peux le faire quand tu veux.
Ça a l'avantage que si le service B est en panne, eh ben, l'application A n'est pas bloquée, elle ne va pas être dans des systèmes de tentatives, etc. Elle a fait son traitement, elle a dit voilà, toi tu auras ça à faire, moi je retourne mon résultat et c'est fini. Et l'application B, bah, si elle était en panne, au moment où elle va redémarrer, eh ben, elle pourra traiter l'ensemble des messages qui ont été déposés dans la file de messages. Donc ça permet d'améliorer la fiabilité du système. Donc là, on avait un petit peu la partie communication. Il y a un point important aussi sur le stockage des données. On a commencé à en parler tout à l'heure avec les bases de données. Souvent, on a une base de données, puis on a un ensemble d'applications qui utilisent cette base de données pour stocker les informations. Puis à un moment, on arrive en limite de capacité de la base de données. Donc la première chose qu'on peut faire, déjà, c'est de dédier des bases de données à chaque application, ce qui va permettre indirectement de répartir la charge, puisque chaque application a sa base de données. On augmente la capacité de la base de données pour chaque cas d'usage. Donc ça, c'est une première réponse. Après, si on fait un focus sur une seule application qui a sa base de données dédiée, on peut à un moment se retrouver aussi en limite de capacité de la base de données. Donc l'application va souvent faire des lectures-écritures sur cette base de données. Et l'idée, ça va être de mettre en place des réplicas en lecture seule sur cette base de données. Donc on fait des réplications. Et quand elle a besoin de faire de lecture, elle va les faire plutôt sur les réplicas qui sont en lecture seule, et quand elle a besoin d'écrire, elle fera sur la base de données nominale. Donc ça permet de répartir la charge, de soulager l'application. Alors il y a une mise en application qui est assez simple, c'est si vous avez des traitements batch pour générer des rapports, des statistiques, ou je ne sais quoi, souvent c'est des applications qui font que de la lecture, donc c'est bien de les faire pointer sur des réplicas en lecture seule. Et c'est un autre avantage, c'est que vos applications qui traitent le flux temps réel de vos utilisateurs, si vous avez à côté un batch qui tourne sur votre base de données, il risque d'être impacté par ce batch, puisque c'est souvent des gros calculs, ça sollicite fortement la base de données, et le trafic temps réel de vos utilisateurs peut être impacté. Si vous séparez le trafic temps réel qui est sur votre base nominale et les calculs lourds sur des réplicas, vous allez protéger en fait votre trafic nominal, donc c'est plutôt intéressant. À savoir aussi que parfois, quand vous faites un traitement métier, vous allez mélanger des écritures et des lectures. Et si vous faites vos lectures sur les réplicas, selon la latence de la réplication, vous pouvez avoir des incohérences. Donc ce n'est pas choquant, quand on a une opération qui mélange lecture et écriture, de tout faire sur le nominal. Il y a déjà tous les cas où il n'y aura que de la lecture qui soulageront la base de données avec les réplicas. Selon le système que vous utilisez, l'autre avantage aussi avec des réplicas, c'est que si le nominal tombe, il y a des systèmes qui permettent d'élire parmi tous les réplicas un nouveau nominal et d'assurer une continuité de service. Et avec le jeu des noms de service réseau, en fait, pour les applications, c'est quasi transparent et ils basculent sans s'en rendre compte sur le nouveau nominal. Et c'est plutôt pratique. Et enfin, dans vos bases de données, souvent, vous allez avoir un mécanisme qui permettrait de notifier l'application si la demande d'écriture a été prise en compte. Et vous pouvez le configurer à différents niveaux. C'est-à-dire que vous pouvez dire, la base de données peut dire c'est bon au moment où elle reçoit la demande. Ça peut être c'est bon au moment où elle écrit les nouvelles données sur le disque. Ça peut être c'est bon au moment où j'ai répliqué une fois, où j'ai répliqué 2, 3 fois, au moment où j'ai répliqué et écrit sur le disque. Et ça, après, ça va dépendre un peu de votre cas métier. C'est à vous de choisir si votre exigence elle est plutôt sur la performance et que vous voulez répondre rapidement. Puis vous êtes tenté de dire, dès que le serveur de base de données nominale a reçu ou a écrit, à ce moment-là, je veux être acquitté, peu importe si ça a été répliqué. Puis d'autres cas où vous voulez vous assurer de la durabilité de la donnée, et donc vous allez demander à ce qu'elle soit répliquée, par exemple, au moins 2 fois sur disque. Ça dépend du cas d'usage, mais c'est bon de savoir que c'est possible de le configurer. Si malgré tout, en fait, vous n'êtes pas capable de gérer tout votre volume de données, il y a une autre stratégie qui est de partitionner vos données. Donc l'idée, c'est d'utiliser plusieurs bases de données pour gérer tout votre volume de données. Donc par exemple, si vous avez des clients sur différents pays, peut-être que vous allez vouloir avoir une base de données pour la France, une base de données pour l'Espagne, une base de données pour l'Angleterre, etc. La difficulté, ça va être de trouver la bonne clé de partitionnement. Parce qu'il faut que les données soient plutôt réparties de façon uniforme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous vous retrouviez avec une base de données où il y a 80% des données, puis une autre où il n'y en a que 5. Ça ne serait pas efficace. Ça soulagerait un petit peu, mais ce ne serait pas efficace. Et l'autre difficulté, en fait, c'est qu'il ne faut pas se retrouver avec des requêtes qui vont pointer sur plusieurs partitions. Parce que dans ces cas-là, vous avez perdu, parce que vous vous retrouvez avec toutes les problématiques de réseau et de potentielle incohérence des données. Donc c'est pas toujours simple de trouver la bonne clé de partitionnement, mais c'est une stratégie aussi pour soulager les bases de données.
Je vous ai mis aussi juste mentionné la consistante hashing. L'idée, en fait, c'est de calculer une clé de hash en fonction des données que l'on stocke. Et le partitionnement va se faire sur cette clé de hash. Et l'avantage de cet algorithme, c'est que quand on rajoute dynamiquement un serveur dans notre ensemble de serveurs de base de données, ça va limiter le déplacement des données au sein des différentes bases de données. Je ne l'ai jamais mis en place, mais ça a l'air d'être plutôt prometteur comme algorithme. J'ai commencé à vous parler de cohérence des données. Tout à l'heure, on parlait que quand on avait une communication asynchrone, l'application envoyait un message dans une file d'attente. En fait, dans la vraie vie, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a notre application, elle va écrire des informations dans sa base de données, puis ensuite, elle va envoyer un message pour dire j'ai fait ça ou il y a ça à faire. Mais qu'est-ce qui se passe si l'application plante entre le moment où elle a écrit dans la base de données et avant qu'elle pousse le message? On va se retrouver dans une incohérence, puisqu'en fait, l'application a modifié ses données, mais elle a notifié personne qu'il y avait autre chose à faire plus tard. Et donc, on va se retrouver dans un état inconsistant. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le Outbox Pattern. Et donc, pour ça, on va changer. C'est plus l'application elle-même qui va poster le message dans la file de messages. L'application, elle va écrire ses données dans la base de données, puis elle va aussi écrire dans sa base de données, au sein d'une même transaction, une information pour dire « j'ai un message à envoyer sur mon bus d'événements ». Ça, c'est au sein d'une transaction. Donc, si elle plante entre les deux écritures, eh ben, la transaction n'est pas committée, donc on n'a pas d'inconsistance. Et à côté de ça, on va rajouter un worker. Donc là, c'est le petit cercle que je vous ai gribouillé. Le worker, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va consulter dans la base de données, voir s'il y a des messages envoyés. S'il y a un message envoyé, il essaye de l'envoyer sur le bus d'événements. Et une fois qu'il l'a envoyé, il efface le message dans la base de données, il commit sa transaction et c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il plante? Donc, par exemple, on imagine, il commence à lire le message, il écrit sur le bus d'événements, et là, il plante, il n'a pas le temps d'effacer le message qui était dans la base de données. Donc, ce n'est pas commité, donc le message est toujours dans la base de données. Donc, quand il va être relancé, il va réessayer. Donc, ce n'est pas trop grave, il faut juste savoir que ça existe. C'est parce qu'on a garanti qu'on était capable d'envoyer au moins une fois le message. Par contre, ça veut dire que tous les services qui vont consommer ces messages, ils doivent être idempotents parce qu'ils vont peut-être recevoir plusieurs fois le même message. Il faut s'assurer que notre utilisateur n'est pas débité 2 fois, par exemple. Et en revanche, on assure une intégrité grâce à la transaction, parce qu'à chaque fois que notre transaction a été committée et que le message a été effacé de notre base de données, on sait qu'il a été envoyé sur la file de messages. Puisqu'on parle de transactions, souvent dans nos applications, on a des transactions, on ouvre une transaction, on fait appel à différents modules qui font des actions sur la base de données, et à la fin, on commit ou on rollback, et en fonction, chaque module fait son commit rollback sur la base de données, et ça fonctionne plutôt bien. Dans un système distribué, c'est beaucoup moins simple, par l'hétérogénéité des technologies. Il existe quand même des choses. Il y a le too-fast commit. L'idée du too-fast commit, c'est que vous avez votre application qui va ouvrir une transaction, qui va faire ses ensembles d'appels à un service A, B et C, en disant prépare-moi, je voudrais faire ça, tu me le prépares, je voudrais faire ça, tu me prépares, je voudrais faire ça, tu me prépares. Et à la fin, si tout s'est bien passé, elle décide de committer, et donc elle va dire à chaque application, c'est bon, tu peux committer, c'est bon, tu peux committer, c'est bon, tu peux committer. Et si ça se passe mal, par exemple, si quand elle a appelé le service C, ça a planté, à ce moment-là, elle va demander à chaque application de rollbacker les actions qu'elle avait préparées. Donc ça ne fonctionne pas trop mal. Franchement, on ne le rencontre pas si souvent que ça. Et ça pose un problème, c'est que comme c'est des actions qui sont très longues, en fait, ça peut parfois poser des locks et ça pose quand même des problèmes de performance sur chaque service. L'autre solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des sagas ou des long running actions. L'idée, encore, c'est qu'on a une application qui va faire appel à plusieurs services. Elle ouvre un ordre, elle appelle le service A, service B, service C. Si ça se passe bien, on n'a pas de problème. En revanche, si ça se passe mal, par exemple, si l'API C ne répond pas, l'application A, elle va envoyer des ordres de compensation à chaque application pour dire, en fait, je t'avais demandé ça, tu annules. Je t'avais demandé ça, tu annules. Je t'avais demandé ça, tu annules. Alors ça nécessite 2 choses. Déjà que toutes vos applications implémentent l'opération de compensation de chaque opération. Donc ça demande quand même un effort. Puis ça demande à ce que votre application, elle orchestre justement ce système de compensation. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est l'API C qui était en erreur, et pourtant, je vous ai mis une flèche pour dire on va quand même demander la compensation à l'API C. En fait, elle la demande parce que, par exemple, si vous avez mis en place un timeout, peut-être que l'API C a été lente à répondre, mais elle a bien pris en compte votre demande. Vous avez considéré que ça avait mal répondu, mais en fait, elle l'a bien traité. Et si on ne veut pas
que notre utilisateur qui avait réservé un hôtel et dont l'APIC c'était le paiement, et que juste derrière, on n'annule pas son paiement, mais qu'on annule sa réservation, ça pose quelques problèmes, et il faut demander systématiquement à tous les services, même ceux qui étaient en échec, d'annuler ce qu'on lui a demandé, de faire appel à la compensation. Et ça, on doit faire le réessai tant qu'on n'a pas un OK de chaque service pour dire « OK, c'est bon, j'ai pris en compte ta demande de compensation », parce qu'on peut avoir le même problème où le service n'a pas pris en compte la demande de compensation. Et donc ça veut dire encore une fois que tous ces services, ils doivent être idempotent, parce qu'ils peuvent recevoir plusieurs fois la même demande, et donc il faut qu'il n'y ait pas d'effet de bord, qu'on ne débite pas 2 fois ou je ne sais quoi. L'autre problème qui peut arriver au niveau de l'incohérence des données, c'est qu'on a plusieurs applications qui vivent leur vie dans leur coin, et que parfois on a des accès concurrents sur de la donnée. Donc, par exemple, si on a une application qui gère une couleur, si au même moment on a 2 services qui demandent de changer la couleur, un en bleu, l'autre en rouge, quelle est la couleur? Est-ce que c'est bleu, rouge, violet? Moi, je ne sais pas le dire. Alors pour ça, on a quand même quelques astuces. On peut jouer, si c'est des API HTTP, on peut jouer avec les headers HTTP. Soit par exemple avec le last modify, donc quand on reçoit une ressource, on reçoit un last modify pour dire quel est le dernier moment où la donnée a été modifiée. Et quand on veut modifier cette information, on fournit dans le header if and modify since au service, voilà, je veux modifier cette donnée, la dernière modification que je connaissais, c'est à telle date, le service, il regarde, si elle n'a pas changé, il accepte la modification, sinon il la refuse. Dans la même idée, on peut faire la même chose avec les e-tags, et donc quand on demande une modification, on fournit les e-tags, et on dit, voilà, moi je modifie telle donnée qui correspondait à cette signature e-tag, est-ce que je peux la modifier? Dans vos langages de programmation préférée, il y a sûrement une implémentation de l'algorithme du comparand swap. L'idée, c'est que quand on modifie un objet, on fournit l'objet que l'on voulait modifier, l'objet que l'on a modifié. Le système regarde si l'objet qu'on voulait modifier n'a pas changé, et s'il n'a pas changé, il l'inverse avec l'objet que vous voulez modifier, ce qui permet d'assurer de gérer les cas d'accès concurrent, de modification concurrente. Et enfin, il y a une autre stratégie qui est plutôt de faire des modifications complètes, on peut peut-être faire des modifications partielles. Donc là, par exemple, notre application lui demandait de modifier une couleur, mais peut-être que l'objet qu'on modifie, il a d'autres attributs, par exemple la dimension, et que ce n'est pas grave si en parallèle on a un changement de couleur et une dimension par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'effet de bord. Ça va dépendre un peu de votre métier, mais ça peut être aussi une stratégie d'avoir des modifications partielles. Je voulais vous dire un autre truc là-dessus. J'ai oublié. Ah oui, non, c'est bon. Oui. Alors, en modification partielle, un truc qui est peut-être un peu plus parlant, c'est par exemple si vous manipulez des montants, des sommes ou des compteurs, plutôt que vos clients vous donnent la nouvelle valeur, c'est peut-être intéressant de donner en fait un incrément. Donc par exemple, vous avez un compteur, je ne sais pas, à 100 €, vous avez une application qui veut la passer à 120 et puis l'autre à 110. Peut-être que c'est plus intéressant de dire incrément de 10, incrément de 20. Et puis votre service, lui, il va accepter les demandes, et puis en fait, on va arriver à un compteur qui est à 130. Ça dépend encore une fois des règles métiers. Il n'y a pas une réponse universelle, mais ça peut être une stratégie qui permet de gérer les cas d'accès concurrents. Un autre point intéressant qui arrive assez souvent, c'est peut-être même la pierre angulaire des systèmes distribués. C'est facile à gérer, mais par contre, si on ne le gère pas correctement, ça peut nous faire perdre beaucoup de temps. C'est l'heure des serveurs dans vos systèmes. S'ils ne sont pas tous à la même heure, ça va être compliqué. Déjà, vos applications génèrent des logs. S'ils ne sont pas tous gérés sur la même heure, ça va être compliqué de faire le lien entre chaque log et de retrouver un peu l'historique quand vous devez analyser des requêtes, des traitements. Même chose pour les bases de données. En fait, si vous avez des données horodatées dans vos bases de données, si vos bases de données ne sont pas à la même heure, vous pouvez vous retrouver dans des cas où c'est compliqué d'analyser. Ça m'est déjà arrivé une fois d'analyser un problème. Et en fait, j'avais une donnée qui avait été modifiée à une certaine heure par un utilisateur qui n'existait pas encore à ce moment-là. J'ai mis du temps avant de comprendre ce qui se passait. J'avais peur qu'on ait craqué le système, c'était bizarre. Un autre truc qui nous est arrivé, qui est rigolo, non, sur le moment on rigolait pas trop. Un jour, toutes nos API se sont mis à répondre 401. On n'avait pas fait de mise à jour, les credentials des API n'avaient pas changé, ils n'avaient pas expiré, rien du tout. Et puis, comme on essaye de sécuriser un minimum, et en fait, on ne donnait pas de détails sur l'erreur, on refusait les authentifications, mais on ne donnait pas d'informations. Et en fait, en creusant un peu plus,
On utilisait le mécanisme de HMAC pour authentifier nos appels d'API en interne. Donc l'idée du HMAC, c'est qu'on génère une signature de notre requête. Le client génère une signature de notre requête à partir d'un secret qui est partagé avec le serveur, qui permet à la fois d'identifier l'appelant de l'API, et dedans on intègre une notion de le timestamp à laquelle la demande a été faite. Et ça permet de se protéger des rejeux. C'est-à-dire si quelqu'un écoute le réseau, il peut intercepter des trames et puis peut-être essayer de les renvoyer plus tard. Donc ça permettait d'éviter que quelqu'un essaye de rejouer des requêtes. Sauf qu'en fait, il y a un serveur qui s'était décalé dans le temps, et il recevait les requêtes et il se disait mais non, les requêtes c'est des requêtes passées, quelqu'un essaye de rejouer du trafic, et donc il refusait systématiquement toutes les requêtes. Donc c'est aussi un cas où la notion de l'heure du serveur est importante. Sur les certificats aussi, quand vous avez des certificats pour chiffrer vos flux, ça nous est déjà arrivé qu'il y ait un serveur qui soit plus à l'heure et qui considère à tort que des certificats soient expirés ou qu'ils ne soient pas encore valides. C'est assez bizarre. Et puis, parfois aussi, on peut avoir des SSL on check error. Des fois, ça arrive qu'en fait, c'est un problème de désynchro entre les deux systèmes qui discutent. Il n'y a pas la même heure et la négociation TLS échoue. Et donc, pour ça, il faut mettre un serveur de temps et configurer tout le monde pour être surtout le même serveur de temps. C'est assez simple à mettre en place et ça va vous éviter vraiment beaucoup de problèmes. Et puis petite astuce aussi que tout le monde travaille sur le même fuseau horaire, enfin même time zone. C'est pas obligatoire parce que après si l'information time zone est stockée, en général les applications savent le gérer correctement, mais pour les utilisateurs humains c'est quand même plus pratique d'avoir tout le monde dans la même time zone. Je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de vous détailler ces pans, mais c'est des points qui sont assez intéressants sur la partie monitoring observabilité. Donc j'ai commencé à vous parler des logs. En fait, les logs, il ne faut pas qu'ils restent sur vos serveurs, il faut qu'ils soient centralisés, parce qu'on ne va pas se connecter à chaque serveur pour aller consulter les logs. Et puis, si vous jouez avec l'élasticité, en fait, vous allez détruire des serveurs, et donc vous allez perdre tous les logs qu'il y avait sur ces serveurs. Donc, c'est bien d'avoir des logs centralisés. Comme votre système va évoluer dans le temps, si vous avez de l'élasticité, il y a des serveurs qui vont être créés, qui vont être supprimés. Mais même si vous rajoutez souvent des serveurs, en fait, la topologie de votre système va changer régulièrement. Donc c'est difficile de maintenir une description de votre système à jour. Donc quand vous utilisez des outils de monitoring, plutôt qu'à d'avoir une approche déclarative ou de déclarer dans l'outil tous les serveurs ou services que vous utilisez, c'est mieux que ce soit les services ou les serveurs qui s'enregistrent auprès de l'outil de monitoring. Comme ça, l'outil de monitoring, lui, découvre ce qui se passe et peut vous remonter les indicateurs qu'il faut. Donc c'est un petit changement d'approche à avoir. Et enfin, je vous ai dit, les logs ils vont passer par plein d'applications, plein de services. Et c'est parfois utile de pouvoir retracer ce qui se passe avec la chaîne d'appel de tous les services. La première chose que vous pouvez faire, c'est de mettre en place un identifiant de corrélation dans toutes vos requêtes. Donc, vous générez un identifiant, puis à chaque fois que vous appelez un autre service, vous passez cet identifiant de corrélation. Et comme ça, quand vous recherchez dans vos logs, vous avez tous les logs pour une requête de bout en bout avec tous les services. Et sinon, en fait, vous pouvez utiliser des traces distribuées. Donc c'est une représentation conceptuelle de cet enchaînement d'appels avec vous pouvez voir par où est passé votre appel et combien de temps il a passé dans chaque service. Et pour ça, il y a un standard qui a émergé là, depuis quelques temps qui s'appelle OpenTelemetry, qui standardise la communication de ce genre d'informations, que ce soit les traces distribuées, mais aussi les métriques et les logs. Ça a deux avantages. Déjà, c'est un standard, donc c'est plutôt bien de suivre le standard. Et c'est pas lié à une technologie d'un APM ou d'un outil de monitoring. Donc ça veut dire que maintenant, tous ces outils se rendent compatibles avec OpenTelemetry. Donc si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez changer d'outil de monitoring ou d'APM et vous n'avez pas d'impact sur votre application. Je n'ai pas le temps de trop détailler, mais il y a aussi l'activité des clients qu'il faut se protéger, parce qu'en fait, vous ne maîtrisez pas ce que les utilisateurs vont faire. Donc il faut mettre en place des quotas ou du rate limiting, parce que peut-être que s'ils envoient beaucoup de trafic, ça va faire tomber votre système. Si vous avez des traitements qui sont très lourds et que encore une fois, vous ne maîtrisez pas l'activité de vos clients, ce qui peut être bien de mettre en place, ça dépend encore si vous avez besoin de répondre tout de suite ou pas, c'est une file de messages. Et comme ça, vous empilez toutes les demandes des clients d'une file de messages, puis en fonction de votre capacité de traitement, vous allez dépiler ces messages. Ça, c'est assez utile pour absorber des forts pics de charge.
Et parfois, vous allez aussi avoir plusieurs clients sur votre système, et peut-être que vous voulez les protéger les uns des autres, c'est-à-dire peut-être que vous avez un client qui va générer beaucoup de trafic, et vous ne voulez pas que ça impacte les autres clients. Donc dans ces cas-là, ça peut être intéressant de mettre en place des services, des instanciations de services dédiés à des clients, ou sanctuariser dans certaines zones du système certains clients qui doivent être protégés. Et quand je dis client, en fait, ça peut être aussi des clients internes, c'est-à-dire que vous-même, peut-être aussi vous protéger de vous-même. Nous, ça nous est arrivé une fois où on fait une mise à jour d'un composant et d'un seul coup, le système s'est emballé. Et en fait, il y avait un changement de comportement d'une application qui appelait différemment les API, qui en avait sollicité une beaucoup plus que d'habitude, et ça a mis par terre un système, et puis ça, par effet de bord, ça a fait mal au reste des applications qui les utilisaient. Donc en fait, ce que vous appliquez à l'extérieur, c'est aussi bien de l'appliquer en interne. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous parler d'autres sujets comme les tests et les mocks. Ce n'est pas toujours simple dans le système distribué de pouvoir faire des tests de bout en bout, juste isolés. Il y a aussi tout ce qui est engagement de service. Quels sont les engagements de service que vous avez auprès de vos clients? Quels sont les objectifs que vous voulez fixer à chaque application dans votre système? Les indicateurs à suivre. Je vous ai mis 2 livres qui sont plutôt pas mal si vous vous intéressez au sujet sur les systèmes distribués. Et 3 liens. Bon, il y a le bien connu site de Martin Fowler. Il y a un GitHub qui liste pas mal de patterns de conception autour des systèmes distribués ou des systèmes scalables. Et il y a un article qui liste un peu tous les patterns qu'on a pu voir aujourd'hui, plus d'autres qui sont aussi intéressants, que je n'ai pas beaucoup pratiqué ou que je trouvais moins intéressant dans le temps imparti d'en parler. Ce qu'il faut retenir, moi, j'aime pas le cache. Ça sert, mais je l'aime pas. Le vilain dans l'histoire, ça reste quand même le réseau. On ne le voit pas, mais il est toujours là et il va vous poser des problèmes tout le temps. Donc il faut faire attention. Néanmoins, le système distribué, c'est un terrain de jeu qui est plutôt intéressant. Intellectuellement, c'est plutôt intéressant de concevoir des systèmes. Il faut prendre en considération que la panne est évitable. Ça va arriver, c'est sûr, plusieurs fois. Donc il faut la prendre en considération. Et que si on construit un système distribué, on arrive à une conception qui est plutôt complexe, je trouve, quand même. Et donc, c'est à vous de décider si vous avez vraiment besoin de cette complexité. Est-ce que vous avez besoin de cette haute disponibilité? Est-ce que vous avez besoin de cette durabilité des données? Ça, c'est à vous de le définir, ça dépend de vos engagements. Et peut-être qu'en fait, ce n'est pas une réponse globale à tous vos services. Peut-être qu'il y a un service qui a besoin d'une haute disponibilité et donc on mettra en place un système distribué avec tous les mécanismes qu'on a pu voir ensemble aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un autre service qui est utilisé par quelques personnes et que s'il tombe en panne pendant quelques heures, voire même une journée, ce n'est pas si dramatique que ça. Donc ça sera à vous de le décider. Et je vais terminer par une petite citation que j'aime bien, qui dit qu'en fait, un système distribué, il n'est jamais up. En fait, il y a toujours quelque part dans le système un truc qui ne fonctionne pas. Et en fait, il est dans un état continu d'être partiellement dégradé. Et donc, même si vous avez des indicateurs qui sont verts sur vos tableaux de monitoring, il y a toujours un petit endroit où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et votre objectif, ça va être de penser à ces pannes et de mettre en place soit des mécanismes de tolérance aux pannes qui font que vous arrivez à rendre le service à vos utilisateurs, ou de mettre en place des mécanismes d'auto-remédiation, enfin de se réparer automatiquement, pour tolérer les pannes et puis s'en prémunir. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez un QR code pour les retours, si vous en avez à faire, je suis preneur, et puis un autre pour accéder aux slides. Merci.